Donc, le développement ces dernières années des unités de réanimation néonatale et des avancées majeures en néonate, donc je pense notamment à la corticothérapie anténatale ou à l'instillation de surfactants par la méthode NISA ou l'INSUR, elles ont permis d'envisager la survie des nouveau-nés à des termes de plus en plus précoces, plus petits et plus sévèrement malades. Et certains de ces bébés naissent en dehors de structures adaptées et ils nécessitent d'être transférés vers des centres hospitaliers plus adaptés à leur terme et à leur pathologie. Et c'est dans ces cas de figure-là que le SMUR pédiatrique intervient dans les interventions secondaires. Alors, selon notre rapport d'activité de l'année 2021, sur 1369 interventions, 507, donc ça représente quand même 37% de notre activité, sont des nouveau-nés et 23% de ces patients dans ce décompte sont nés en un terme inférieur à 32 semaines. Donc, au vu de cette population de prise en charge par notre SMUR, nous avons dû nous adapter au fil des années à des prises en charge qui étaient donc très spécifiques. Alors, je vais vous présenter notre ancien module. On a effectué un changement de camion et de module il y a de ça 3 à 4 ans environ. Donc, à gauche, vous pouvez retrouver les pouces seringues électriques. Tout le matériel de perfusion, les médicaments, etc. se trouvaient dans les petits tiroirs que vous pouvez voir en bas. Notre scope se situe au milieu et notre réserve de fluide en bas. On avait une mesure de TCPCO2 qu'on va retrouver, qui est juste en bas à droite. Donc, c'était la sensor, je ne sais même plus le modèle, mais bref. Le respi est juste à droite et l'incubateur que vous pouvez retrouver sur le dessus. Alors, je vais faire un petit rappel sur l'historique de notre installation du nouveau-né en incubateur. Donc, il faut savoir que notre SMUR il a été créé en 89 et que depuis, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Donc là, vous pouvez voir sur une photo qui date de janvier 2003. J'ai juste essayé un peu de flouter le visage, en tout cas de cacher les yeux de l'enfant parce que j'ai pu retrouver les autorisations. Alors, il faut savoir qu'au début, à la création du SMUR pédiatrique, on n'avait pas d'infirmière et que du coup, les équipes, elles étaient composées d'un médecin et d'un ambulancier et parfois d'un interne. L'arrivée des infirmières et des puères, elle s'est faite dans l'équipe dans les années 2000 et au regard des découvertes constantes sur les compétences du nouveau qui avait été faite, le SMUR pédiatrique de Robert Debré a mis en route une vraie réflexion afin d'harmoniser les pratiques, d'améliorer le confort des nouveau-nés transportés et l'accueil et l'accompagnement de leur famille. Donc avant l'année 2000, les mains et les pieds, elles étaient attachées, vraiment des enfants, pour éviter tout risque d'extubation, pour sécuriser, merci, et de sécuriser toutes les prothèses. Il y avait des espèces de poussins laissés que vous pouvez retrouver sur les côtés du visage de l'enfant pour éviter qu'il bouge. Et en fait, c'était très, très peu respectueux du coup des soins de développement et de tout ce qu'on peut voir actuellement avec le NIDCAP. Et c'est un petit peu dans ce constat-là qui a été une vraie recherche et une vraie réflexion autour de tout ça. Il y a eu beaucoup de techniques alternatives auxquelles on a réfléchi. On avait même pensé à l'époque, bon, j'étais pas encore là, mais en tout cas, ça a été pensé de mettre en place un maxi-cosy qui serait une solution en termes de sécurité routière, mais qui ne pouvait pas être fixé de manière sécuritaire dans notre véhicule. Et au-delà de ça, on ne pouvait pas vraiment réguler la température et c'était pas adapté au type de transport que l'on faisait, donc ça a été abandonné. Et durant la réflexion, dans les années 2010, il y a eu un incident dans un des SMUR pédiatriques d'Île-de-France, pendant lesquels la couveuse a complètement volé dans l'habitacle, heureusement sans patient à l'intérieur, mais ça a encore majoré ce désir d'évoluer en termes de sécurité et de confort pour nos patients. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il nous a fallu inventer une installation qui était sûre et sécuritaire en cas d'accident de l'UMH, quelque chose de confortable pour l'enfant et de respectueux de son développement psychomoteur, en permettant de continuer à de surveiller de façon efficace, parce qu'en plus de ça, il faut que nous aussi, on puisse intervenir de manière rapide si jamais les nouveau-nés se détérioraient pendant le transport. Et c'est dans ce cadre-là, le groupe de travail soins de soutien de développement et sécurité lors des transferts néonataux au SMUR pédiatrique de Robert Debré était né. Il est constitué de médecins, d'infirmiers et de puères et d'ambulanciers pour que vraiment chacun puisse, à son propre niveau, apporter des solutions et un point de vue. Donc nous sommes sur ce que nous savions des soins de développement, notamment sur la méthode Bullinger qui était déjà mise en place dans la réanimation pédiatrique néonatale avec laquelle nous travaillons, sur les sources du NIDCAP, etc. Donc il y a vraiment 3 axes principaux qui ont découlé de cette réflexion: les soins de soutien au développement, le soutien à la parentalité et la sécurité en transport. Ce sont vraiment ces 3 axes-là autour desquels on s'est intéressé et sur lesquels on a travaillé afin de pouvoir vraiment avoir la meilleure installation possible. Alors même si on en a beaucoup parlé ce matin et que je ne vais pas apprendre grand-chose, je vais faire un petit rappel quand même sur la définition du soin de soutien au développement. Alors, les soins de soutien au développement se définissent par l'ensemble des stratégies comportementales et environnementales visant à réduire le stress du nouveau-né prématuré et à améliorer le développement de ses compétences. Donc, ce concept, c'est une approche qui est multidisciplinaire et individualisée et qui vise à favoriser le bien-être du nouveau-né par différentes méthodes de soins. Le but est de diminuer la morbidité néonatale et de favoriser un bon développement psychomoteur à long terme pour ces nouveau-nés à risque.
Donc en fait, tous ces éléments-là qui sont déjà mis en place dans les réanimations néonatales et dans tous les services qui accueillent les prématurés, c'était quelque chose qu'il fallait mettre aussi en regard avec le transport, qui a forcément ses spécificités, et aussi toutes ces contraintes et conséquences que ça induit. Donc je vais reprendre l'article d'une de nos anciennes collègues, Alexia Morera, qui nous a quittés récemment pour un autre service. Elle avait déjà rédigé un article en 2020 dans le cahier de la Puère, et je vais me permettre de la citer. Merci. Alors, les conséquences liées au transport ne sont pas négligeables. Changement d'incubateur et d'environnement, secousses, lumière vive, multi-intervenants, sons diffus, bruits répercutés, avertisseurs sonores. Les décibels enregistrés sont de 80 en moyenne lorsque la sirène est en marche, sans compter ceux liés aux conversations et aux alarmes environnantes. Donc en fait, c'est très difficile de pouvoir reproduire les meilleures conditions possibles comme celles qu'on peut essayer de mettre en place en réa néonate, d'autant plus dans ce type de contexte. Et c'est pour ça que nous, on s'est posé la question de comment on pouvait faire pour vraiment réduire au maximum les stimuli négatifs. Du coup, dans ce cadre-là, on a réfléchi à la diminution des stimulus négatifs en limitant les nuisances sonores de l'environnement. Donc, du coup, on réduit le son des alarmes et on les règle au maximum, celle du respi, des pouces seringues, du scope. On essaye aussi, par le biais du travail de l'ambulancier, de réduire au maximum l'usage du deux-tons lorsque c'est possible, parce que mine de rien, ça fait vraiment un son qui est très assourdissant. On ne claque pas les portes de notre incubateur parce que c'est une réelle caisse de résonance. On ne pose rien sur ce dernier parce qu'on est forcément tenté en transport. On a beaucoup de matériel, on a des sacs, on a des planchettes, etc. On a parfois tendance à vouloir poser le matériel sur notre incubateur et forcément, c'est quelque chose qu'il faut limiter au maximum pour limiter les bruits désagréables pour nos bébés. On dissimule de la lumière au maximum en baissant légèrement les bonnets de l'enfant sur leurs yeux et on diminue aussi la lumière de la cellule arrière de l'UMH. Donc, il faut savoir que quand il y a des grandes variations des grandes variations de lumière, on passe d'un milieu hospitalier où on peut être amené à être à l'extérieur d'un coup, il y a grand soleil ou même parfois il pleut. Donc on essaye voilà, de vraiment protéger au mieux nos bébés de toutes ces variations de température, de lumière, etc. Dans le cas où on a des enfants qu'on transporte qui sont en HFO, on utilise aussi des mini-meufs, comme ça peut être le cas en réanimation néonatale. On essaye au contraire du coup de favoriser des stimulus des stimuli pardon, qui sont positifs par le biais de la parole, du chant des parents, de parler à l'enfant pendant les soins. Et on minimise au maximum les stimulus négatifs lors des soins. On essaye nous aussi de regrouper les soins au maximum, d'utiliser la succion non nutritive pour prévenir la douleur. Donc il faut savoir qu'on possède deux tailles de tétines différentes dans nos UMH pour pouvoir les utiliser pour les enfants qui ne disposent pas de tétines. Mais également, on favorise une installation qui est plus respectueuse du confort de l'enfant, en facilitant sa motricité spontanée et en lui permettant de se regrouper au maximum pour se sentir contenu. Donc, c'est ce que je vais vous présenter dans les diapos à venir. Et on favorise ce sentiment de sécurité et la perception de l'ensemble de son corps par l'environnement, par le biais d'un linge. Je vais vous montrer la vidéo juste par après. Alors, depuis, on a changé d'UMH et on a aussi changé notre module. Donc, l'installation, elle reste plus ou moins la même au niveau purement matériel. Les scopes sur la gauche, la réserve de fluide en bas. On a légèrement moins de rangement pour tout notre matériel qu'on avait auparavant. Là, vous pouvez avoir une bonne visibilité du cache-couveuse qu'on peut mettre sur la couveuse, qui nous permettent quand même de garder un œil sur l'enfant pour pouvoir correctement le surveiller et pouvoir intervenir, mais en même temps en limitant quand même les nuisances lumineuses. À droite, vous avez le transport de deux enfants. C'était un transport de jumeaux qui est installé tête bêche. Vous pouvez apercevoir, on a deux scopes et deux respi à gauche et à droite de notre module. Je vais refaire un petit point du coup sur le deuxième axe très important que l'on avait choisi, c'était celui de la parentalité. Ah, et je voulais aussi préciser que dans certains cas de figure, les installations, elles pouvaient aussi un petit peu varier. Par exemple, quand il y a des enfants qui ont des KTV qui sont frais, on ne va pas installer de la même façon. C'est-à-dire que là, vous pouvez constater sur nos photos que les sangles, elles sont croisées au niveau de l'abdomen de l'enfant. Dans le cas d'un KTVO, pour qu'on puisse bien le surveiller et qu'on puisse éviter d'avoir des risques d'arrachement, les sangles, elles vont être positionnées plutôt droites, une en haut et une en bas. Donc en fait, l'installation que vous pouvez constater là, en bas, vous pouvez voir donc le matelas qui est bleu. C'est ce que nous, on va appeler un mid. En fait, tout simplement, c'est une attelle qui peut être utilisée dans un mur adulte, une attelle pour bras. Et en fait, c'est un matelas immobilisateur à dépression. Et nous, on a détourné l'usage de cette attelle pour pouvoir installer les enfants à l'intérieur de manière sécuritaire. En fait, elle est munie d'une petite valve. Donc, en haut, le mid, il est complètement souple. Et si vous regardez la photo juste là, il est immobilisé et il a vraiment pris la forme qu'on a souhaité lui donner. En fait, à l'aide de notre aspi, on branche sur une valve qui va aspirer complètement l'air du matelas immobilisateur à dépression et qu'on va pouvoir former autour de l'enfant. Donc, dans le mid, vous pouvez retrouver un matelas gel qui est juste en dessous et au-dessus, un cocon que l'on utilise uniquement pour les plus de 2 kg. Pour les moins de 2 kg, excusez-moi. Et on a aussi un linge. Donc, soit on peut rajouter le
mélange de papa ou de maman au bas de l'incubateur, comme vous pouvez le voir sur la photo en bas, et ainsi qu'un petit linge pour aussi faciliter l'enveloppement de l'enfant. Alors, en France, la présence des parents auprès de leurs parents, excusez-moi, des parents auprès de leur enfant hospitalisé, elle est reconnue et légiférée depuis 1980. Le soutien à la parentalité, c'est une mission qui est essentielle pour les soignants en pédiatrie et en néonatologie. Et nous aussi, même si on joue un rôle un petit peu plus court, entre guillemets, auprès des enfants et de leurs parents, on a un réel rôle à jouer là-dedans. Parce que la séparation précoce qui est induite lors de nos transferts néonataux, elle vient fortement perturber la construction du lien d'attachement. Et donc, c'est pour ça qu'on a travaillé autour de cette procédure pour tenter de minimiser au maximum les conséquences de cette séparation. Donc, j'ai repris une des citations du professeur André Bullinger. L'enfant est acteur, les parents sont partenaires et les soignants sont guides. Je l'ai trouvé très intéressant. Donc, là où je voulais en venir, c'était de dire que la séparation des parents-enfants à la naissance, elle pouvait créer un sentiment de culpabilité, un sentiment d'échec et une angoisse chez les parents, et que notre rôle, nous aussi, nous, soignants du SMUR, c'était de minimiser au maximum ces sentiments négatifs pour éviter de créer un désinvestissement et de rendre difficile l'attachement et la création du lien pour les parents. Dans ce cadre-là, on essaye de favoriser au maximum la présence parentale, de rassurer et d'accompagner au mieux les jeunes parents. On n'a pas vraiment de procédure écrite et rédigée pour l'instant sur la présence et l'accompagnement des parents. Et l'équipe se laisse un peu juge de savoir si on peut prendre un parent ou pas. Il y a des cas de figure très extrêmes, parce que maintenant ça se fait quasiment pas, mais des cas de figure très extrêmes où on ne prend pas les parents. C'est par exemple dans les interventions où les enfants sont très très instables et que le parent peut être un petit peu vindicatif, extrêmement stressé, et que ça peut fausser ou rendre plus compliqué notre prise en charge. Dans ce cas, on ne les prend pas, mais c'est extrêmement rare. On essaye vraiment de favoriser au maximum l'accompagnement. Le véhicule, il est assuré pour avoir autant de place autant de passagers que de places assises et ceinturées dans le camion, ce qui fait 3 dans la cellule avant et 3 à l'arrière. Lors de nos prises en charge en salle de naissance, l'un ou les deux parents sont autorisés à rester avec nous tout au long de la prise en charge. Ça permet vraiment d'instaurer une relation de confiance et aussi un climat d'écoute. Ça permet aussi aux parents de se sentir investis dans la prise en charge. Avant notre départ de la maternité, on essaie vraiment d'organiser au maximum un temps de rencontre avec le bébé et la maman. On essaie de faire du pot à pot si la situation le permet. On est aussi équipé d'un Polaroid qui nous permet de faire des photos. Ça permet d'avoir aussi un petit objet transitionnel pour la maman qui aussi peut nous donner, dans la mesure du possible, si c'était organisé, un petit linge avec son odeur qu'on peut installer au sein de l'incubateur. La seule contrainte que l'on rencontre, parce que du coup on est une unité mobile, qui est une unité qui est mobile, c'est qu'on a des limites de fluide. Donc, on ne peut pas forcément rester aussi longtemps qu'on le souhaiterait, même si parfois on peut brancher notre module sur les prises fixes d'air et d'oxygène des services. C'est parfois pas toujours facile à faire. Donc, parfois, on est un petit peu limité par ça, mais c'est des choses qu'on explique aux parents et qu'ils comprennent très bien. Alors, l'équipe du SMUR, donc, comme je vous l'expliquais, elle joue ce rôle très important, mais aussi dans l'accompagnement de l'allaitement. On donne des conseils. Bien sûr, ce ne sera jamais aussi complet que ce qui est fait dans les services, mais on essaye quand même de donner des conseils et de s'informer du souhait ou non de la maman d'allaiter, parce que c'est nous qui faisons un vrai relais en fait entre l'endroit où on cherche l'enfant et l'endroit où on le dépose. Donc on se permet de vous faire des transmissions sur le souhait ou non des mamans d'allaiter leurs enfants. Et on fait vraiment le lien entre le service dans lequel l'enfant était et le service dans lequel il va être accueilli. Et on donne des fiches coordonnées du service aux mamans pour qu'elles puissent vraiment appeler à n'importe quel moment le service receveur et prendre des nouvelles de leur enfant. À notre départ, le coparent, il peut accompagner son enfant lors du transfert dans l'UMH s'il le souhaite, et les interactions précoces, elles favorisent au maximum le processus d'attachement. Donc en 2018, il y a une de nos anciennes internes qui a rédigé une thèse au sujet de l'accompagnement parental en transport pédiatrique, et celle-ci, elle visait à évaluer l'impact sur le niveau de stress, le ressenti des parents et au point de vue des soignants. Donc ce qui en est ressorti, je vais la citer, c'est que l'accompagnement parental lors des transports médicalisés pédiatriques, elle semble indispensable aux parents et permet de réduire leur niveau de stress aigu, qu'il est bénéfique pour l'enfant du point de vue psychologique et qu'il n'est pas délétère à son état de santé parce qu'il pas les performances des médecins et des infirmiers, aucune influence sur leur stress et leur concentration, et que l'accompagnement parental est vu comme positif et qu'il doit être évoqué systématiquement. Donc c'est au regard de toutes ces réflexions et dans un souci de bien-être et de sécurité optimale pour les bébés transportés par notre SMUR que nous avons réfléchi vraiment à l'installation que je vous ai présentée tout à l'heure, donc celle avec l'incubateur, le MID et le cocon. Donc, l'objectif de notre groupe de travail, c'était d'améliorer la qualité des prises en soins des nouveau-nés lors des transferts et de limiter au maximum les conséquences délétères des prises en charge en matière de nuisances sensorielles, des stimuli douloureux et de la séparation néonatale.
Et cette procédure, elle a permis aussi d'harmoniser les pratiques, parce qu'avant, chacun faisait un petit peu à sa sauce et en fonction des situations, alors que maintenant, on a vraiment un protocole qui est rédigé où tout le monde peut s'y référer, à savoir aussi que la majeure partie de notre équipe est infirmière et pas puéricultrice. On a une seule puéricultrice dans notre équipe, qui est là d'ailleurs. Et dans ce cadre-là, en fait, on est très peu à être vraiment formés à la néonate. Principalement, on est des infirmières qui viennent de pédiatrie. On a un processus de formation qui nous fait monter quelques semaines, 6 semaines pour être précis, en réanimation néonatale à Robert Debré, ce qui nous permet vraiment d'apprendre un petit peu la base de la néonate. Mais malheureusement, c'est pas suffisant pour vraiment être optimal. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que cette harmonisation des pratiques, elle était très importante. Je laisse défiler en fond une vidéo qui vous présentera un petit peu l'installation. Dans une excuse, il devait y avoir une petite musique de fond qui malheureusement ne fonctionne pas. J'espère que ce ne sera pas trop monotone pour autant, mais je pense que ce sera bien plus visuel et bien plus parlant que ce que je vous expliquais. Donc, pour terminer cette procédure, elle nous a permis d'interroger notre pratique, de modifier au bénéfice des enfants, de leur famille, et de mettre en place des techniques innovantes au soin pédiatrique. Cette installation n'entraîne pas du tout la surveillance et nous intervenir rapidement si besoin, en assurant un meilleur confort aux enfants, qui sont maintenant plus calmes pendant les transports, s'endorment et sont bien plus confiants à la ventilation. Là, vous avez retrouvé tous les éléments du coup que je vous donnais précédemment. À savoir que du coup, tout ce que vous trouvez là, ça se présente dans un kit sous forme de sachet qu'on laisse dans l'incubateur pour que tout le matériel puisse se réchauffer avant de mettre l'enfant à l'intérieur. Ce sont les manches qu'on utilise en usage unique, mais tout à coup aussi on va utiliser pour envelopper l'enfant le manche de repas de la maison. Encore plus. Allez. Puis on voit. Bien sûr, chaque situation est différente. On adapte l'installation à chaque enfant et aux prothèses et à la pathologie. Je pense notamment aux anoxies ischémiques quand c'est des enfants qui doivent être en hypothermie passive ou active. On est équipé d'un critique. Dans ces cas de figure-là, on ne va pas du tout utiliser l'incubateur et l'installation sera un il y a un nombre de taille moyenne dans lequel on va les installer et ils seront on est équipé de 4 portes de chaque côté de l'incubateur, simplement parce que dans l'installation, dans l'UMH, en fait, il y a, les sièges sont de part et d'autre. L'infirmière en général est à droite et le médecin est à gauche, inversement. Ce qui nous permet en fait, d'accéder peu importe directement. C'est aussi très pratique parce que quand on est dans les services et qu'on a faire un peu de contact avec la maman, par exemple, dans une salle de naissance, c'est un petit peu une salle de réveil, et on peut directement accéder à les deux côtés de l'incubateur. Simple jeu sont sur les côtés sont celles qu'on fixe sur le point, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en fonction du point du cathéter. Et là, donc, à présent, les croisants sur le thorax. C'est vraiment pour éviter les risques d'accident en cas de freinage brutal de l'UMH. Et comme dans les services, nous pouvons mesurer la PCO2 transcutanée. C'est bon pour toi? C'est bon. Perfect. Au plateau d'incubateur, toujours au cas de freinage d'urgence.
Je vous évite la présentation avec le cathéter véno-ombilical, puisque c'est exactement le même, simplement les fixations ne sont pas exactement les mêmes sur le thorax. Et j'en profite pour faire un remerciement à l'ensemble de l'équipe du SMUR Robert Debré et à l'ensemble du groupe de travail soins de soutien au développement sécurité des transports néonataux au SMUR pédiatrique de Robert Debré, et à tous les gens qui m'ont aidé pour cette présentation, avec laquelle j'étais pas très à l'aise et très stressée. Donc merci à eux de m'avoir permis de me lancer. Merci Jessie, c'était très bien. Alors, aujourd'hui, c'est une journée d'études. Et donc, on laisse la place pas uniquement à des présentations de recherche, mais aussi aux pratiques réflexives. Et on voit bien comme vous et toute votre équipe au SMUR sur cette question de l'installation, et vous avez été à l'œuvre en termes de réflexion et on vous remercie. Et c'est pour ça qu'on vous avez toute votre place au sein de cette journée. Je rassure un petit peu Jessie qui disait, mais on n'a eu que des présentations de recherche. Voilà, les pratiques réflexives, elles sont au cœur de notre démarche sur la construction de cette journée. Et alors, donc, place aux questions dans la salle et aux échanges également sur la question des transferts, peut-être. Je vous apporte. Bonjour. Merci beaucoup parce que c'est très intéressant. Nous, on est une maternité et un service de néonatologie où on accueille aussi pour des transferts les camions du SMUR. Et je voulais savoir si vous aviez l'envie d'aller porter à l'ensemble des SMUR d'Île-de-France votre réflexion pour harmoniser la prise en charge, parce qu'effectivement, on vous a de temps en temps, mais on a aussi les autres camions. Et est-ce que vous allez pouvoir comme ça généraliser vos pratiques et tout ça? Alors, bonjour. Il faut savoir que chaque SMUR dispose de matériel qui est différent. Donc, ils n'ont pas le même type d'incubateur que nous, pas le même type de module, et du coup, leurs installations, elles varient. Après, nous, on est tout à fait ouvert à la communication avec les autres SMUR et à la discussion pour harmoniser les pratiques. Et très certainement qu'eux aussi ont des techniques qui sont très intéressantes et donc, desquelles on pourrait puiser pour évoluer dans notre pratique. Donc, volontiers. Alors, il y a des choses qui sont un peu différentes, notamment, je ne sais pas, vous avez dû voir sur le stand Natex, c'est pas pour faire de la pub, mais il y a certains dispositifs qui existent déjà. Des cocos en tissu. Nous, la spécificité qu'on avait à Debré, c'est qu'on n'a pas de machine à laver, pas de sèche-linge, donc on ne peut pas avoir de linge à laver à chaque intervention parce que ça part en lingerie centrale de la paix, donc vous imaginez bien que ça va parvenir. Donc, vous ne pouvez pas avoir ce genre de système. Donc, on sait qu'il y a certains SMUR pédiatriques d'Île-de-France qui travaillent avec ce cocon-là. Mais évidemment que l'idée, il y a l'intersmur pédiatrique qui s'est monté avec le but d'essayer d'uniformiser au maximum nos prises en charge. Et on a une journée annuelle où on échange sur ce qu'on fait. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore présenté ça. Je pense que c'est une bonne idée la prochaine de présenter. Merci. Excusez-moi, je fais partie du même service que ma précédente collègue. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous, en amont, on peut mettre en place pour faciliter votre transfert? Alors, ce à quoi je pense directement, c'est, vous êtes en maternité, hein, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises? Ça peut être toujours intéressant de préparer un linge avec l'odeur de maman, que parfois on pose la question et puis comme les mamans ne sont pas forcément préparées à un transport, bah, c'est des choses auxquelles on n'a pas pu forcément y penser en amont et du coup, on est un petit peu démunis par rapport à ça. Et excepté ça, il n'y a pas grand-chose qui me vient à l'esprit. Peut-être qu'Emma aura des... Voilà. Ouais, complètement, complètement. Mm. Alors, moi, j'ai une image qui m'est venue. On a beaucoup parlé du pot à pot. Un transfert d'un bébé sur son parent, c'est vraiment pas possible. Alors, pour des questions de sécurité, c'est très compliqué parce qu'en fait, on ne peut pas sécuriser l'enfant directement sur son parent. Et en cas de freinage très brusque, ça pourrait amener des accidents qui sont vraiment gravissimes. Trop grave. Donc, alors peut-être que Emma me contredira parce que c'est beaucoup plus simple que ça. Oui, il y a le problème de sécurité. On ne peut pas mettre une maman sur notre module. Il est trop court. On est un SMUR pédiatrique. Ah oui.
Oui, donc dans tous les cas, on ne peut pas. Donc le seul cas, effectivement, où les nouveau-nés sont transférés en peau à peau sur leur mère, c'est des accouchements à domicile. D'accord. Voilà. Ok. Ou quand l'enfant va bien, qu'il n'a pas besoin d'être techniqué, il est transféré par le SMUR adulte ou le véhicule de l'AR des pompiers. Il est transféré sur la peau de sa maman, justement, pour pas qu'il se refroidisse. Donc, le couplet de care au SMUR, c'est possible. Dans 20 ans, peut-être, on pourra faire ça. On ne peut que s'améliorer, c'est le but. Donc, pourquoi pas. Génial. Merci, Emmanuel. Merci. Alors, vous avez vu le petit dessin? Oui. Un deuxième? Eh oui, Merci pour le. la sécurité, avant tout. Merci, Jessie. Merci à vous. Il y a sur le, en visio, il y en a qui disent que c'est les enfants techniqués aussi en peau à peau, c'est possible chez eux. Donc, je ne sais pas, Sophie, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que ça se fait? Ouvrir votre micro, n'hésitez pas. On accueille Elle répond. Oui, on fait des transferts en peau à peau chez certains enfants. Donc, c'est une espèce de civière sur laquelle on met les enfants, enfin, on met la maman et puis on met en peau à peau le bébé sur elle. Alors, vous êtes où, Sophie? Je suis ici. Oui. Votre code postal, Sophie, s'il vous plaît. Ah, mais moi, je suis de l'hôpital Erasme à Bruxelles. Ah, ben voilà. Il y avait un petit accent, mais je me demandais. Merci. Et on s'est Merci, vu Sophie. lors de la formation du sling. Voilà. Et donc, Emmanuel, hein, voilà, hop, des petites opérations internationales et voilà. Ça y est, c'est parti. Ça ne se fait pas chez tous les enfants. Il y a certaines conditions. Oui, c'est ce que j'allais demander parce que du coup, vous ne faites pas du pot à pot avec des enfants intubés, ventilés, par exemple. Excusez-moi. Je suis Nalouen, je suis infirmière puéricultrice au SMUR de Tours. Et effectivement, nous, on aimerait pouvoir le faire, mais comme l'a expliqué l'équipe de Robert Debré, on a un module qui n'est pas adapté déjà pour avoir le parent avec, puisque on a un module Striker exactement comme Robert Debré. Et après, il y a toute la sécurité autour des enfants techniqués qui sont ventilés. C'est quand même très compliqué de pouvoir faire du pot à pot. Ça m'est arrivé chez des un petit peu plus grands, mais non techniqués, et où du coup, on avait pris un module adulte et pas du tout un module de néonatologie comme ça. Mais ce n'était pas un nouveau-né comme ça techniqué. Non, pas techniqué, en effet. D'accord. Mais quand… Oui, je vous écoute. Non, allez-y, finissez. Non, c'est des enfants simples, hein, donc voilà. En interne, ça, on a… On dit toujours qu'on commence. On dit toujours qu'on commence par le simple, surtout quand on doit changer les pratiques. Commençons par effectuer en routine ces pratiques-là sur les enfants les moins fragiles. Et une fois qu'on a ces pratiques en routine, on recule en termes justement de termes de naissance, de vulnérabilité. Mais commençons déjà dans les services quand on doit implanter un changement. La grande idée, c'est de commencer par les enfants les plus simples et puis après, une fois qu'on est habitué, on fait au plus compliqué. Merci beaucoup pour vos interventions, les filles des transferts. Merci. Merci.